Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche à cette occasion du JDD qui reçoit un confrère mais également un écrivain, Monsieur Pape Samba Kane. Merci beaucoup, Monsieur Kane, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie, Hassan, de m'avoir invité sur le plateau de ce groupe prestigieux. D'accord, merci beaucoup. Je disais journaliste écrivain ou écrivain journaliste, c'est quoi, quel métier à la primauté Bon, il est clair que j'ai exercé le métier de journaliste qui m'a permis de gagner une existence sociale et professionnelle et pendant 40 ans. Donc, c'est le journaliste en général qui prime moi-même dans mes réflexes. Mais la réalité objective, c'est que moi, c'est l'écriture créative que je proposais dans le journal où j'ai commencé à travailler, qui m'a amené au journalisme. C'était genre, Samara, toi tu écris bien, ben, tu le fais bien, viens, fais du journalisme. C'est quoi le journalisme? Ben, ils m'ont expliqué ce que c'était. Et j'ai commencé à faire des papiers qui étaient carrément des reportages parce que je marchais beaucoup, je circulais beaucoup dans Dakar, j'entrais dans des endroits très fréquentés par des gens, je volais des conversations que je transformais en papier, etc. Et puis, je dois en réalité dire que dès mon premier papier, on m'a fait une chronique. On a fait de moi, dès mon premier papier, on m'a créé une rubrique qui s'appelait « Qui se moque de qui ?» Il fallait observer la société, voir des comportements un peu décalés, indiscipline, etc., exaltation des défauts des Sénégalais. Genre, le deuxième papier que j'ai fait dans le cadre de cette rubrique, c'était éloge du détournement. Il y a un monsieur au comptoir d'un bar qui lit Le Soleil. Ah, c'est ça le détournement. Quand on détourne, on prend de l'argent, beaucoup d'argent. C'était 100 millions détournés de la mission chinoise. D'accord. Vous avez commencé par la chronique, donc, semble-t-il, d'après ce que vous nous dites. Enfin, à l'époque, on appelait ça rubrique, quoi. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, on voit une explosion de chroniqueurs sur la place publique. Oui. C'est un enrichissement ou quoi? C'est une confusion totale qui appauvrit forcément, parce que ce n'est pas clair, c'est confus, on ne sait plus quoi. C'est un officiel qui travaille au ministère de la Communication, qui il y a quelques semaines m'a dit « Mais grand, qu'est-ce que c'est qu'un chroniqueur? Quelle est la différence entre un chroniqueur et un journaliste ?» Mais je lui dis, pour vraiment lui donner une réponse frappante, je lui dis, mais le chroniqueur, il est plus journaliste que le journaliste ordinaire. Il me dit, c'est quoi? Je dis, le chroniqueur, c'est un journaliste qui a assez d'expérience, de talent d'expression ou d'écriture, spécialisé s'il le faut, qui est généralement un chroniqueur. Un chroniqueur, il a le grade d'un éditorialiste. Et il est même moins tenu par une ligne éditoriale que l'éditorialiste. Parce que le chroniqueur est libre. D'abord, il choisit son sujet parce qu'on a confiance en lui. Moi, j'ai fait une chronique que beaucoup de gens connaissent sur la RFM. Mais les Babacar, ils recevaient mon enregistrement déjà fait chez moi. Parfois, je leur envoyais ça 1 seconde, 2 secondes, 1 minute avant l'antenne. Ils publiaient cela. Si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vous ne faites pas ça. Donc, vous êtes sûr que celui-ci, c'est un journaliste qui sait bien manier l'expression et vous êtes sûr qu'il tient compte de l'éthique, de la déontologie. Je ne voulais pas utiliser le mot honnête. D'accord. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Vous avez également lâché le mot expérience. Voilà. Vous êtes un homme d'expérience, mais on constate que les plus expérimentés ont boudé, ont quitté les rédactions, les salles de rédaction. Est-ce que si ce déferlement de chroniqueurs
est décrié aujourd'hui, ce ne serait pas en partie de votre faute, parce que vous avez laissé en rade les salles de rédaction. Je crois que répondre à une telle question n'est pas simple. Mais il est clair qu'il y a de cela là-dedans. La nature, tout le monde connaît l'adage, a horreur du vide. Et s'il y a un vide comme ça, forcément, d'autres gens l'occupent. Mais pourquoi ce vide-là n'est-il pas occupé par les jeunes journalistes? Aujourd'hui, c'est le jeunisme, l'idéologie du jeunisme. Ouais. Tout ce qui est jeune est bon, tout ce qui a des cheveux blancs, il faut le mettre à côté. Ce n'est pas évident. L'expérience peut bien servir dans tous les domaines. De la preuve, ce dont on parle là. Donc, ce n'est pas une réponse directement comme ça. Je crois que la qualité aussi des journalistes, et je parle librement de cela parce qu'en 2009 déjà, je sonnais l'alerte en écrivant cet essai, Les écrits d'Augias, les pages sombres de la presse. J'avertissais un peu. Je mettais en garde, je disais qu'on va au mur. Si on continue comme ça, on va en arriver à un moment où des gens voulant faire notre bonheur à notre place vont nous proposer des solutions. Je n'imaginais pas ce type de solution, d'aller prendre n'importe qui dans la rue, parce que c'est un bon causeur de grand place. On le connaît comme quelqu'un qui fait des choses étonnantes et amusantes sur les Facebook et sur les réseaux sociaux autres. On le prend. On en fait un chroniqueur, sans aucune précaution, sans le cadrer dans un endroit précis. Par exemple, les talents qu'on lui a découverts, qui peuvent être de vrais talents, de comique ou de ce qu'on veut. Mais une fois qu'on l'a mis là, il devient spécialiste du pétrole, il devient spécialiste de la politique, de la géopolitique, de la diplomatie, etc. Et puis sans encadrement rédactionnel, parce qu'un journaliste même non expérimenté, à qui on donne un micro, il connaît ses limites, il sait de quoi il peut parler, il sait sur quel ton parler aux gens, parce qu'il sait, on lui a appris. Mais celui-là, on lui a donné un micro parce qu'il a des capacités humaines qui ne sont pas des capacités techniques, parce que le journalisme, c'est un métier. Et il n'a pas ce métier-là. Le chroniqueur, mon ami Bahoum appelle la nouvelle vague de chroniqueurs les corniqueurs, c'est pas un corniqueur, c'est quelqu'un qui connaît son métier, à la limite, un spécialiste de quelque chose. Ouais. Si vous allez prendre un juriste à la fac de droit et qui a des capacités d'écriture, vous pouvez lui ouvrir vos colonnes pour qu'il soit un chroniqueur judiciaire. Ouais. S'il peut s'exprimer, et ce n'est pas encore suffisant, quand il vient à la rédaction, et qu'il est spécialisé dans la science juridique, on lui indique aussi des moyens de travail, un style de travail. La taille de son papier, le chapeau, on lui apprend les rudiments du métier. Et ça, même si ça prend 3 jours, il faut le faire avant de donner à quelqu'un une chronique, une rubrique, n'importe quoi. D'accord, très bien. Récemment, on a entendu M. le Premier ministre dire qu'il ne suit pas la presse, qu'il ne la lit pas. Est-ce que ça, c'est compréhensible? Je ne crois pas ça. Donc, c'est pas un truc sur lequel je vais spéculer, parce que je ne le crois pas. Je ne crois pas que... Et s'il le faisait, c'est qu'il aurait absolument tort. Je ne vois pas un homme de responsable, Premier ministre ou président, se nourrir des médias. C'est pas bon. C'est pas bon. Et je l'ai entendu ça. Il a dit aussi que parfois on lui indique un truc, il le regarde. C'est comme ça qu'il l'a dit. Mais pour quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui, au quart de tour, réagit à la déclaration de Macron, par exemple, pour sa dernière sortie, je crois que c'était une manière de se dédouaner de parfois pouvoir nous dire « je ne sais pas ». Parce que je ne regarde pas les trucs. Mais je crois qu'il y a... Ce qui est difficile aujourd'hui dans ce pays, des informations paraissent aujourd'hui, on les dément le lendemain, après, une semaine après, ça redevient vrai. Le cas, par exemple, du bébé du palais, on ne sait pas. C'est pourquoi je ne peux pas. Mais je crois avoir vu quelque part, ou entendu quelqu'un, justement, dire que quand ils étaient ensemble, c'est lui qui tenait la télécommande. Donc, c'est pour ça que je dis. D'accord. Oui, ça, en fait, est-ce qu'on ne peut pas le comprendre également avec toute la chute
en matière de qualité que vous avez décrite dans la presse. Oui. Il ne veut pas se polluer. Moi-même, je ne regarde pas la télévision tout le temps, la radio tout le temps. Je ne lis pas tous les journaux. J'en ai choisi 1, 2, 3. Et de temps en temps, une m'interpelle, je vais la chercher pour voir ce que ça dit, etc. Et ce n'est plus difficile, ça, parce qu'on se réveille le matin, tout le monde a titré sur un sujet. Bon, voilà, tu te choisis des journaux, quel que soit leur titre, tu vas les lire, et d'autres que tu juges à la titraille avant de prendre et de lire. La presse satirique, vous en êtes un des visages. Oui. Aujourd'hui, sur la place, il n'y en a presque plus. Est-ce que c'est un appauvrissement? C'est un véritable appauvrissement, non pas seulement pour la presse, mais pour le pays. Non pas seulement pour le pays, mais pour la démocratie. Parce que c'est un baromètre, mais absolument, déterminant. Quand un journal satirique existe dans un pays et qu'il est libre de travailler, comme le Cafard existait, comme le Politicien existait, et quand j'allais à l'étranger, devant des Allemands, des Togolais, des Congolais, des Camerounais, des Français, je peux affirmer, me vanter, de dire que j'habite dans un pays, et je le dis à Berlin devant tout le monde. Je fais du journalisme satirique depuis 15 ans, à l'époque, c'était ça. On ne m'a jamais convoqué une seule fois à la police. Je n'ai eu qu'un seul procès de perdu. Et quoi? C'était un privé, condamné à 6 mois de sursis. Les juges avaient du respect pour la presse en général, pas seulement pour la presse satirique. Mais les juges avaient un respect particulier, je n'hésite pas à le dire, et les avocats, pour nous. On venait, Maître Kaba, pour la petite histoire, était notre avocat. Il ne nous a jamais présenté de facture d'ailleurs, encore pour la petite histoire, parce que c'était un soutien, mais il n'y avait pas que lui. Quand il était en retard, parce que son cabinet était à Thiès, au tribunal, quand j'arrivais, ou qu'un autre du Cafard arrivait, et qu'un avocat, Maître Leyti Ndiaye, Maître Talsal, Maître Khassim Touré, le regretté, tous ces gens se constituaient tout de suite. Je n'en ai pas cité, je ne peux pas les citer, je les ai tous connus comme ça. Ils se constituaient tout de suite, demandaient le renvoi ou quelque chose. Il fallait absolument plaider, le juge refuse le renvoi. Il prenait connaissance du dossier, plaidait pour nous. Une plaidoirie improvisée comme ça, on ne nous a presque jamais condamnés. Parce que la presse avait gagné le respect des institutions, à la fois judiciaires et autres. Très bien. Voilà. Et il y a 20 ans, je crois, vous aviez sorti les pages sombres de la presse, vous l'avez indiqué, une forme de prémonition pour dire qu'on allait dans le mur, vous l'avez également relevé. Aujourd'hui, l'âge d'or de la presse, c'est terminé, c'est derrière nous. Il y a une concurrence même asymétrique qui a vu le jour, c'est celle des plateformes et des réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas le coup de massue ou bien le coup fatal, les réseaux sociaux pour la presse? Ça pourrait absolument l'être. Parce que les médias sociaux, moi c'est comme ça que je les appelle, la presse mainstream, la presse classique, les a un peu suivis dans leur rythme, dans leur quête du buzz, dans leur manière même de faire, dans leur instantanéité qui dépasse même l'instantanéité classique que l'on connaissait par exemple de la radio. Parce que la radio a beau avoir été instantanée, l'événement se passe, vous sortez, jeune reporter, vous sortez avec les instructions de votre rédacteur en chef. Et vous allez faire le reportage à partir de ces instructions-là. Mais le monsieur de Facebook ou d'un autre réseau social, lui, il prend l'information brute et il balance ça. Si toi, presse professionnelle classique, tu veux considérer celui-là comme un concurrent, comme un alter ego, comme quelqu'un dont tu peux te dire, oui, il a fait mieux que moi, il a fait moins bien que moi. Dès que tu commences à entrer dans ce truc de comparaison, d'observation attentive, comme si c'était un concurrent
normalement constituée, une presse, machin, tu te perds. Et je crois que nous courons, malheureusement, je dis nous, je suis là-dedans, derrière les réseaux sociaux pour faire comme eux. Je crois qu'il y a plein de problèmes qu'il faut régler. Le journalisme est un métier. La liberté d'expression n'appartient pas aux journalistes. La liberté d'expression est un outil citoyen en démocratie. Nous ne pouvons pas empêcher, comme hier, personne ne pouvait empêcher quelqu'un de prendre un tract, une feuille blanche, de taper son truc, de le rénotyper en 1000 exemplaires et de le distribuer. Aujourd'hui, celui-là qui faisait des tracts dispose d'Internet. C'est le même procédé qu'il utilise pour diffuser son opinion. Ça ne fait pas de lui un journaliste. C'est un citoyen qui use du droit à l'expression, à exprimer son opinion sur la place publique. Le journaliste, lui, exerce un métier qui relève du traitement et de la diffusion, de la mise à disposition du public d'une information de qualité. Ce qui rend cette information de qualité, ce qui en fait une information de qualité, c'est le traitement. Justement, c'est le traitement, justement. Une bonne présentation, si c'est à la télé, de très belles images, si c'est à la télé, des normes de cadrage, si c'est à la télé, du son, si c'est à la télé, le commentaire du journaliste approprié qui fait un commentaire cadré, professionnellement cadré, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui se tape de la poitrine, regardez comment j'ai pu avoir ce scoop, regardez moi seul et ça. Et aujourd'hui, tu commences à entendre ça dans les télévisions qui prétendent être professionnelles. Ça ne se fait pas. Très bien, merci. Donc il faudra... Dans un métier, on ne se met pas en scène. Mais ça, c'est vrai. Il faudra un trésor d'ingéniosité pour les journalistes pour se tirer de cette affaire. Parce qu'aussi, nous sommes l'un des rares à pratiquer un métier perméable, qui est accessible à tous, parce que tout le monde a un téléphone, tout le monde publie des choses, etc. Il faut se réinventer, tout le monde a un téléphone, disparaître. Tout le monde a une caméra, tout le monde a un stylo, tout le monde a un ordinateur. Tout le monde peut, il faut qu'on revienne à ce que je disais tout à l'heure, tout le monde peut s'exprimer parce que c'est la démocratie qui permet ça. Très bien. Mais tout le monde n'a pas ce métier. Tout le monde n'a pas appris ce métier pour l'exercer. On l'apprend dans les rédactions. On peut prendre un médecin, lui apprendre le métier de journaliste. Il sera un journaliste spécialisé en médecine. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevons dans ce numéro du JDD M. Pape Samba Kane, qui est un confrère, mais également écrivain. On va parler de votre métier d'écrivain, parce que vous avez présenté et dédicacé le dernier ouvrage, La folie des jeux d'argent. En 2006, je crois, ça fait presque 20 ans, vous avez sorti Le Poker Menteur, etc. Des hommes politiques. Voilà, c'est ça, des hommes politiques. C'est un sujet qui revient, qui vous passionne. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'obsession, les jeux d'argent, ou c'est de l'obstination pour vous? Il y a de l'obsession pour certains aspects, certaines conséquences du jeu d'argent sur la société. Ça, c'est clair. C'est sur l'addiction au jeu. Il y a une très longue histoire qui est racontée dans le livre, déjà dans sa première version, où je reviens sur ce que le jeu d'argent est dans notre société présent depuis très très longtemps. Dans les courses de chevaux, au champ de course, le quartier où j'ai grandi dans la Médina, on voyait nos grands frères, et puis après on les mimait nous-mêmes en jouant des biscuits, etc. On parlait de l'écrivain. L'une de mes premières nouvelles, Un filet aux mains serrées, qui a été traduit en italien et publié il y a 1900 Chombo, ça fait très longtemps, sous le titre Una rete a maglie strette, traite du jeu d'argent, de quelqu'un qui a été pris dans un filet aux mains serrées qui s'appelle le jeu. Cette expression, je la reprends d'ailleurs dans le livre. Parce qu'une fois que vous êtes prisonnier de ça, j'en parlais sans savoir ce que c'est, mais en travaillant sur le poker menteur des hommes politiques,
j'ai découvert ce que des scientifiques, Marc Valeur, un Français, Bistanguin, un Canadien, considéré comme le pape de la spécialité, un Allemand, un Mahler, je crois, des scientifiques qui ont démontré de façon nette que l'addiction au jeu était comparable à l'addiction aux drogues, y compris aux drogues dures. Non seulement par le comportement social de celui qui est addict au jeu, mais à l'analyse, ses sécrétions, l'analyse de son sang, etc., indique qu'il produit les mêmes enzymes quand il est en manque de jeu que le cocaïnomane quand il est en manque de cocaïne. Yeah. C'était étonnant pour les scientifiques, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, de se rendre compte que voici, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une drogue où l'individu n'ingère rien dans son corps. Ils ont eu du mal d'ailleurs à faire admettre ça à leurs collègues scientifiques, médecins, tout ça, mais ils y sont arrivés. Et aujourd'hui, dans ces pays-là, existent des cliniques spécialisées dans le traitement des malades du jeu. Et je ne vous coupe pas, et il y a 20 ans, 25 ans, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, il n'y avait pas les algorithmes, tout a été bouleversé. La façon avec laquelle on jouait à ces jeux-là et aujourd'hui, c'est totalement différent. Les jeux en ligne ont tout bouleversé. En quoi ils ont tout bouleversé d'après vous? Les casinos physiques, qui étaient au nombre de 4, quand je faisais ce travail sur à Dakar, le poker menteur des hommes politiques, concernent une vingtaine de milliers de personnes qui passent dans les 4 casinos tout le temps, ils se connaissent tous, etc. Voilà. Vous prenez ces casinos, vous les virtualisez. Tous les jeux qui sont dans le casino, la machine à sous, la roulette, les jeux de poker, le poker électronique, les jeux de dés, le lancer de dés, tout cela aujourd'hui est dans les téléphones de nos enfants et dans ton téléphone et dans le mien. À côté, il y a les paris sportifs, football, courses de chevaux, tout ce que nos enfants jouent jusque sur des courses de chiens en Malaisie, avec des opérateurs dont les serveurs qui permettent de diffuser les applications de jeu se trouvent à Curaçao, je ne sais plus dans quel paradis fiscal. Au-delà donc des possibilités d'arnaquer le joueur, il y a même forcément toute cette obsession sur la fiscalité et tout ça. Les casinos physiques, comme je le démontre dans la première version du livre déjà, de mon point de vue, je l'ai dit, jamais démenti, quand ils ont payé à l'État 800 millions au titre de la TVA ou je ne sais plus, l'impôt sur le bénéfice, mais j'ai sauté au plafond, je l'ai écrit. J'ai dit c'est impossible. Je suis sûr que les 4 casinos mis ensemble, et peut-être que je minore, font 800 millions par semaine. Et ces gens-là prennent une année à faire 800 millions par semaine et ne payent que 800 millions de francs à l'État comme TVA. On est loin des 18% comme impôt sur le bénéfice. On est loin des 25% de la somme qu'on imagine. Et donc, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent. Je vous vole 1 million tout de suite. Vous me soupçonnez. Je vais au casino avec 100 000 francs. Je peux gagner 300 000 et sortir peut-être en avoir gagné 1 million. Je caricature, mais ça se passe de façon absolument nette. Si vous avez un argent sale, si vous entrez dans le casino, vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez, un jour, vous allez décrocher le jackpot. Si vous avez un argent, vous amenez à la banque, on vous prend. Disons, c'est 500 millions. Vous allez au casino, vous jouez 100 millions, 200 millions même, et un jour, vous gagnez 100 millions. Ces 100 millions-là vous sont payés par chèque. Vous allez les déposer à la banque fait sa déclaration de soupçon,
oui, c'est qui a émis le chèque, le Terroubi, on va voir, et oui, effectivement, on lui a donné un chèque, cet argent est blanc, n'est-ce pas? Alors que ce qui vous a permis de gagner cet argent, c'est la mise que vous avez prise dans l'argent sale. Ouais. Donc tout cela est très schématisé, mais il y a des mécanismes beaucoup plus sophistiqués, en complicité ou pas avec les casinotiers. On peut vous déclarer gagnant d'un jackpot alors que vous n'avez rien gagné. On peut, je le démontre, manipuler la machine pour vous faire gagner. Ça aussi, ça se fait. Mais non, l'électronique, sa principale conséquence, après d'avoir multiplié maintenant les jeux, parce qu'il y a des centaines maintenant d'applications de jeux, c'est la massification. Je disais que les casinos concernaient une vingtaine de milliers de personnes, maximum. Là, en 2022, l'ANDES avait indiqué que 82% des Sénégalais utilisaient le téléphone. Combien de populations ça fait? Et toutes ces populations-là ont des smartphones où la moitié a un smartphone. Et les jeux vous sont proposés sans vous demander votre avis. Hein. D'accord. À travers les réseaux sociaux, vous ouvrez TikTok, vous ouvrez Facebook, vous ouvrez machin, etc. Sans parler des manipulations qu'on fait aujourd'hui avec l'IA pour te dire que Sadio Mané ouvre une cagnotte, etc. D'accord. Comment l'État peut-il contrôler tout ça? Les conséquences encore de l'électronique. Ouais. Comment l'État peut-il... Il y a des solutions, il y a des États qui ont, par exemple la France, d'abord, une limitation du nombre de jeux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de centaines de machins. On a autorisé un certain nombre d'applications à être proposées aux Français. Une fiscalité spéciale et la présence du serveur de l'opérateur en France. D'accord. Comme ça, s'il y a un problème, l'autorité sait où aller chercher, avec ses spécialistes de cybercriminalité, etc., dans quel serveur aller chercher l'explication. D'accord, très bien. Votre livre est une sorte d'investigation. À quel résultat vous avez abouti en termes de... Parce que vous parlez de folie. La folie des jeux. Pourquoi vous avez utilisé ce mot d'ailleurs, folie? Hier, quelqu'un, Pendambo, pour ne pas la nommer, celle qui va présenter le livre, celle qui a présidé la cérémonie de présentation du livre hier samedi, Ndeye Kodoufal, me disait c'est une vraie folie. Je me demande où tu es allé chercher ça. Je ne suis allé chercher nulle part, j'observe depuis 20 ans. 18 ans exactement, je travaille sur ce sujet. Je n'ai jamais lâché, depuis le poker menteur des hommes politiques jusqu'à la folie des jeux d'argent. Je n'ai jamais lâché. J'ai lu le rapport d'un sénateur français, François Trucy, il s'appelle. 4000 pages où il faisait des... Si je parle de ce truc, je suis forcément confus parce qu'il y a tellement d'informations qui viennent dans ma tête. Est-ce que tu sais, Hassan, que dans le monde, il n'y a jamais eu de faillite d'un casino. Depuis que les casinos existent. Que personne ne peut te dire qu'à telle année, tel casino a connu la faillite, etc. Or, ces gens-là ont des business plans, comme toutes les entreprises. Où as-tu vu qu'on ait intégré le hasard dans un business plan? Ça n'existe pas. Or, c'est le hasard qui doit faire gagner les gens d'après eux. Où as-tu vu que dans un business plan, on a intégré le hasard? Et pourtant, personne n'est jamais tombé en faillite. Donc ce hasard-là, on le maîtrise complètement. Pape Samba gagne quand on veut qu'il gagne. Justement, Pape Samba, l'État, vous l'interpellez, mais on ne l'a pas encore entendu sur ce sujet, parce que ça fait peut-être, et sûrement même, entrer de l'argent dans les caisses. Mais est-ce que les conséquences de ces jeux-là valent-elles que l'on sacrifie les parieurs qui sont des jeunes qui ont presque la goutte de lait au nez, des enfants, quoi? Moi, je me veux réaliste. Hein. Je ne suis pas en train de demander l'impossible à l'État parce que j'ai la modestie de croire que je ne sais pas tout. Combien ça rapporte, qu'est-ce que ça fait dans les équilibres macroéconomiques, comme ils disent quand ils veulent utiliser des mots pour nous éblouir, là. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, étrangement, depuis que ce livre est sorti,
Les autorités qui doivent être au courant sont au courant qu'il est sorti. Il y a un étrange silence. Tu vois peut-être parfois maintenant dans la presse des choses que des amis ont lues et qu'ils interprètent comme est-ce que les gens ne voudraient pas? Je ne crois pas ça. Peut-être qu'ils se trompent sur ma demande. Moi, la demande que j'ai, elle est extrêmement réaliste. Il faut démassifier la massification amenée par les téléphones. Veiller sur la santé des gens, veiller à ce que les mineurs ne jouent pas et veiller sur notre économie qui peut être mise en danger et veiller à ce que tout ça ne débouche pas sur la délinquance. Première chose, massification. Supprimer la publicité sur les jeux d'argent. Deuxième chose, s'assurer que les mineurs ne jouent pas. Ce n'est pas impossible. L'identification que demandent les opérateurs téléphoniques, mais qu'ils ne respectent pas. Ils le respectent tout de suite, on sait à quelle personne appartient tel téléphone, tel numéro. Je ne veux pas être interrompu. Une fois ça fait, fermez les narbis. Parce qu'en réalité, le poker menteur des hommes politiques, la première version de ce livre, c'était à cause de l'ouverture dans les quartiers populaires de ce qu'ils avaient appelé les Fortunes Club. Des petites boutiques là, comme les boutiques de nos parents guinéens là, avaient été presque toutes louées par la société sénégalo-corse qui voulait ouvrir les casinos de quartier. Moi, c'est ça qui m'avait alerté. J'ai dit ça, c'est impossible. On va retrouver les femmes devant aller au marché, entrer dans les casinos, jouer. On va retrouver les enfants devant aller à l'école, entrer, jouer. Heureusement, si ce livre avait réussi quelque chose, c'est de faire fermer ces casinos-là. Aujourd'hui, ça revient avec les narbis qui sont dans les mêmes endroits, les mêmes quartiers populaires. La banlieue, les enfants sont en train de devenir complètement fous à cause du jeu. Les familles sont disloquées. Dès que vous parlez à un individu, n'importe qui, il te raconte une histoire proche de sa famille, de son voisinage, etc. Parlez à n'importe qui, il vous racontera un désastre commis par quelqu'un. Lisez la presse, les détournements dans des sociétés. La première histoire que je raconte, c'est quelqu'un qui vient à l'école de son enfant pour payer son inscription en terminale. On lui dit l'enfant n'est pas venu toute l'année dernière. Elle n'a pas fait de première ici. Il va interroger l'enfant. Il a joué au narbi son argent, sa scolarité. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres qui sont racontés dans ce livre-là. Très bien. On ne vous coupe pas. Vous parlez de narbi. Bon, c'est un peu stigmatisant d'ailleurs. Non. Attends, il faut qu'on s'explique. Non, mais narbi, on sait ce que c'est. Ça s'appelle narbi. On sait. Appellation générique. Ce sont les de paris. Tous les jeux qu'on peut. Même le narbi, il en est content, hein, lui, parce que c'est lui qui a ouvert ses. Mais ça, c'est vrai. Il a donné finalement. C'est pas Joris dont on parle là. Vous l'avez rencontré dans votre enquête? Non, je ne l'ai pas rencontré. Pourquoi? Je ne l'ai pas rencontré parce qu'en réalité, ce dont je traite, c'est les conséquences de ce jeu, qui sont les mêmes que les jeux de casino dont j'ai parlé dans le poker menteur des hommes politiques. Massifiés maintenant par le téléphone, par l'électronique et par la présence de ces boutiques-là, justement, dans les quartiers. Ce dont je parle et qui est dans la préface, le liminaire de 30 pages qui est dans ce livre, c'est les conséquences à la fois sur les individus comme sur l'économie nationale de cette activité-là. Qu'il reste dans les téléphones, c'est une activité nocive. Qu'on diffuse ça dans les rues avec les boutiques narbi, justement, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est pernicieux. Ça crée du banditisme, ça crée de la prostitution, ça crée du vol, ça crée du mensonge. Des mensonges à longueur de journée. Je vais à l'école tous les jours, pendant une année. Tu mens à tes parents pour ça. Pourquoi? Parce que l'argent, tu l'as joué où? Dans le narbi. D'accord. Parce que le pari sportif, à la maison, si jamais il y a un jeune homme qui joue, il ne t'impose pas le programme. Donc, il ne peut pas regarder. C'est au narbi qu'il va aller regarder le match. C'est pour ça que le narbi est un volet, est un pan important. Je veux dire, si on veut résoudre ce problème, la suppression de ces boutiques-là est une étape incontournable. Si on ne veut pas,
Ce n'est pas moi qui décide dans ce pays. D'accord, très bien. Est-ce qu'avec ce livre-là, vous ne cherchez pas à sauver la civilisation? Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes en train d'arroser le désert ou de prêcher dans le désert. Oui. Parce que ici, il y a un État, il y a un ministère de la sécurité publique, de la santé, de l'éducation, qui apparemment ferment les yeux. Et vous voulez sauver le monde. J'espère qu'ils ne ferment pas les yeux. C'est trop dire que je veux sauver. Ouais. Je veux sauver. J'ai assez d'expérience dans la presse. Depuis le Cafard libéré déjà, on était très... Parce que je ne sais pas, aujourd'hui que j'ai commencé à faire du journal d'investigation. Il y a un jeune homme qui a réagi sur Facebook. PSK, depuis l'enquête sur la coordination des élèves et étudiants, tentative de corruption. Avant ça, il y avait un magistrat qui avait kidnappé une jeune fille à des fins de machin, tout ça. J'ai fait des trucs souvent. Mais au Cafard libéré, on se dit, mais boy, nous, pourquoi est-ce qu'on se casse à faire ce métier? Tu révèles un truc, Iba Der Thiam demande une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Mon ami Feu Mamles Camara, enfin le regretté Mamles Camara, fait une chronique dans Walfadjri sous son pseudonyme d'Abdou Sow. La société civile, comme avec ça, quand c'est sorti, le poker menteur, Marie-Angélique Savané, Pendembo, tous les gens de Andi Diouf, on s'était réunis avec la société civile pour respecter. Le ministre de l'Intérieur dit je ne suis pas au courant. C'est d'ailleurs ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour que je fasse l'enquête. Comment un ministre de l'Intérieur dans un pays peut-il? C'était ça. Donc, et on se disait, ben, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça alors que les gens ne bougent pas? La réponse, c'est le Wolof qui le donne. D'accord, très bien. Et ça, c'est notre culture à nous. Oui, c'est ça. Nous en sommes imprégnés. Parce que les mots, on se paye de mots, ouais, souverainisme, etc. Il faut les appliquer. Il y a des choses qui sont dans notre culture, il faut les faire. C'est-à-dire l'argent dont tu as parlé tout à l'heure, que ça peut rapporter à l'État. Mais il faut voir dans quelle mesure ça n'est pas en train d'acheter l'honorabilité, la santé mentale de notre jeunesse. Il faut voir dans quelle mesure. Je n'ai pas de réponse définitive. Moi, je me méfie des il faut yaka, parce que je ne crois pas que je sais. Mais il y a des choses que je sais, que je peux fournir à ceux qui savent autre chose. On met tout ça ensemble. C'est comme ça que fonctionne une nation. Et on en sort un moyen ou une idée ou un motif d'entrer en action. Ouais. D'accord, très bien. On a entendu également, Monsieur le Premier ministre, dire quelque part que la jeunesse est consciente par rapport peut-être à ces jeux. Je ne sais pas ce qu'il voulait exactement dire, mais on a un gouvernement de rupture. Est-ce que vous pensez que sur ce dossier que vous traitez, il y a la rupture? Ou bien ce qu'il voulait dire est dans ce livre-là. Ce que le Premier ministre a dit est dans ce livre-là, rapporté par lemonde.fr, que je reprends. Le jour où il y avait la déclaration sur le voile, c'était, je crois, le concours général, au Grand Théâtre. Il avait dit, je vais essayer de le citer, un jeune homme m'a interpellé sur l'addiction au jeu. Et il qualifie ce jeune homme, comme je l'ai écrit, de jeunesse, de faire partie de la jeunesse consciente. J'ai écrit dans ce livre que c'est ça qui me fait espérer, moi, qu'un gouvernement qui réfléchit comme ça ne sera pas indifférent à un travail pareil. Et qu'il nous entendra pour faire quelque chose. C'est tout. Pour, comme je disais tout à l'heure, atténuer le choc, diminuer les possibilités de jeu. Et, à la limite, pour d'autres, il y en a qui... on a rassemblé des gens hier, les demandes sont multiples. Il y en a qui regardent ça sous l'angle religieux et qui disent, oui, le gouvernement, c'est des gens qui croient en Dieu, et ils vont faire ça, ils vont faire ça. Tout, il y a des attentes. Ça, qu'ils le sachent, qu'ils le sachent, qu'ils ne le sachent pas. Il y a des attentes que leur comportement, leur discours ont fait naître sur ce type de choses. Moi, je ne fais pas de morale, je ne fais pas de religion. Quoique je cite la sourate 129 sur le Maïsir. Ce livre est wide open, large. D'accord, très bien. On va accélérer, oui. Etc. Je ne sais pas,
excusez-moi de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu de naïveté dans ce que vous faites? Parce que vous connaissez bien, avec toute votre expérience, cette expression du pain et des jeux. Des choses qu'on amène quand on n'a pas de solution, quand on n'a pas d'horizon, notamment pour la jeunesse. Est-ce que ce n'est pas cette situation-là que l'on vit? On n'a pas de solution à offrir à la jeunesse, on lui offre ce que l'autre appelait des opiums. Il faut dire quand même que le jeu d'argent a pénétré dans notre pays quand la jeunesse n'était pas encore cette problématique qu'elle est aujourd'hui. Donc, à la décharge de ceux d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que... mais effectivement, ils peuvent effectivement réfléchir comme ça et se dire, bon, vaut mieux laisser ça. L'argument des casinotiers, des opérateurs de jeux, souvent, oui, c'est un loisir, ils te disent. Mais ce que je réponds dans ce livre, c'est que c'est un loisir qui coûte cher aux individus qui jouent leur argent, leur santé mentale, et à l'État, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et les risques de prostitution, de banditisme, etc. Mais ça fait trop. J'aimerais bien savoir la somme qui compense cela pour pouvoir me faire une opinion. D'accord. J'aimerais bien connaître. Or, je ne voudrais pas en parler, ça ne me concerne pas. C'est avant mon livre, le directeur de la Loterie nationale qu'on a pris, déjà indique qu'il y a des choses. Ce que j'entends, comme je l'ai dit à Alassane l'autre jour, et qui n'est pas dans ce livre, parce que dégg naa ko, je l'ai vu, ça ne fait pas encore de quelque chose une information. C'est ce que j'apprenais aux étudiants à qui je donnais des cours de journalisme. Mais je sais, je peux le dire dans une conversation radio comme ça, sans donc étayer, que dans les pays où viennent les opérateurs de jeux, les pays dont je connais le fonctionnement, je travaille sur ça depuis 20 ans, en général, c'est 25 à 35%, même pour certains pays, qui reviennent à la société de jeux de l'État, de la nation dans laquelle les opérateurs viennent. J'ai entendu dire qu'ici, on avait signé pour 10%. Et c'est la porte ouverte à toutes les spéculations. On peut imaginer que, bon, sachant bien sûr que c'est 25%, est-ce que les 15% sont passés où? C'est ces risques-là de fraude, de machin, de trucs, qui me font dire, parmi les solutions que je propose, on n'en a pas encore parlé systématiquement, qu'on ne doit pas laisser le choix d'autoriser ou pas un opérateur de jeu à un directeur général quelconque. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la loi de 1937 au Sénégal, qui est encore en cours, donne au président de la République seul la prérogative d'autoriser l'ouverture d'un casino physique. Mais pourquoi on laisse les casinos physiques ou virtuels, ça reste un casino? 1937, vous avez dit. Cette loi, elle est là. 1937. Je parle de beaucoup de choses, y compris de la Saint-If. Je suis en train de rigoler. D'accord, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. Mais on va. Quelles sont vos solutions? Mais avant ça. Je vous ai parlé d'arrêter la publicité, d'empêcher les mineurs de jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la jeunesse de façon générale? Parce que c'est une problématique majeure. Qu'est-ce qu'il faut pour les jeunes par rapport à ça? Non, de façon générale. De façon générale. Pour sauver... de façon générale, il faut s'occuper de leur donner du travail. Pour ceux qui ont... C'est la réponse que tout le monde fait. Non, il faut s'occuper de leur donner du travail. Il faut leur donner aussi des loisirs sains. Mais aujourd'hui, quel loisir est sain? La lutte, après mais ça aussi, il faut qu'on en parle. Quand il y a lutte quelque part, les gens disent rentrez chez vous très vite parce qu'après, tout le monde sait que les hordes de gens vont partir avec leurs machettes. Mais ça, les responsables le voient. Attendez. Oui, je suis dans... Les responsables le voient. Je suis dans ta question. Ce qui est le plus grave. C'est leur turpitude. Ce qui est le plus grave, c'est que c'est en train de venir dans le football. Hier seulement, j'entends les gens venir à la radio expliquer que oui, la fédération, je crois, en tout cas, ou la ligue, oui, on a appelé les jeunes, les équipes de Guédiawaye Football Club et de Pikine pour leur parler. Les gens viennent avec 200 supporters, etc. Parce que les mêmes choses se passent au football aussi. À la limite, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est les grandes bourgeoisies, les familles grandes bourgeoises qui ont
la possibilité de mettre leurs enfants dans des salles où l'on apprend le karaté, le judo ou autre chose, où on fait des salles de jeu, etc., qui peuvent faire du sport sainement. Après le football, ce sera peut-être le basket. Et est-ce que tout cela ne vient pas de ce qu'on a cru être une bonne chose que de régionaliser, communautariser les équipes au lieu de les laisser comme elles étaient. Nos réalités ne sont pas les mêmes. On ne peut pas dire Marseille, Paris, etc. Ça marche, il n'y a pas de souci, il y a des derbies un peu tendus, mais il n'y a pas de guerre ethnique. Ici, tu amènes des équipes, tu leur donnes des connotations régionalistes, etc. Il faut réfléchir. Je dis, moi, les Yaka, je ne suis pas dans ça, mais il faut réfléchir à tout ça. Cette jeunesse, il faut lui donner du travail, l'empêcher, s'il le faut, par la force, de prendre les bateaux, l'intéresser à aller cultiver les étendues de terre vierges là que l'on voit dès qu'on sort de Dakar. L'agriculture. Il y a une chose que vous avez oubliée. Oui. Vous avez fait un livre. Oui. Je pense que la jeunesse aussi, il faut l'initier, l'inciter à lire. La cultiver. Oui, à se cultiver. L'enseignement, l'éducation, mais il y a trop de choses. C'est pourquoi ce gouvernement qui a tant de... Vous avez écrit, mais cette jeunesse de parieur-là ne lira sûrement jamais votre livre. Ne t'en fais pas. Des gens qui sont spécialisés dans ça vont s'occuper de numériser, de mettre dans des trucs. Le livre même va être... Mais parce qu'ils ne lisent pas, en fait. Non. Hier seulement, ma fille me disait, tu prends des parties, des modules, des petits modules intéressants, tu les cibles et tu les mets sur Instagram, etc. Je ne sais pas faire ça, mais le travail a le mérite d'exister. Et les gens qui savent faire ça et qui ont envie de le faire, j'ai rencontré des garçons que je n'ai jamais vus et qui m'ont dit, grand, ce que tu veux, je te le fais gratuitement. Donc, il y a des gens qui sont sensibilisés à ça. Dans notre programme, des écoles nous ont déjà invités pour venir parler aux élèves. Et c'est malheureusement, les 2 premiers qui m'ont invité, c'est des écoles privées. J'attends que l'école publique, dont les grands patrons savent que ce livre existe, bouge aussi. Pour qu'on aille parler à ces jeunes gens des dangers que constitue cette histoire et qu'ils intégreront parce qu'ils voient ça mieux que moi, parce qu'eux fréquentent ces endroits. Très bien. Il y a une question avant que je ne l'oublie. Auriez-vous été dans votre vie, été victime de ces jeux-là vous-même ou un membre de votre famille? Ce qui m'a empêché d'être victime de ces jeux-là, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Le savoir, connaître. Je crois que celui qui va jouer, s'il sait déjà, s'il en sait un bout, le bout que je sais, ou même un peu moins, de l'addiction au jeu, de la drogue. Il s'en méfierait comme de la drogue. Et même s'il était obligé de le toucher, comme moi, journaliste, ce que j'ai fait, et je le raconte dans le livre, j'ai fait de l'immersion. Je ne suis pas le premier. Kunter Warraf l'a fait pour attraper une radioactivité. Il a risqué d'aller travailler dans l'endroit. C'est un Allemand, blond et tout. Il s'est teint les cheveux en noir. Il a fait une moustache. Il est allé se faire embaucher par un certain monsieur Hadler. C'est dans le livre. C'est ça. Il a donné son corps à la science. C'est pas lui seul. Il y a un Américain qui a gagné un grand prix documentaire parce que il s'est gavé de hamburgers et de machins pour prouver la nocivité de cette alimentation. Il y a un jeune Brésilien qui a fait une enquête dans le milieu de la drogue dans les favelas. Il a laissé sa vie, lui. Moi, je suis là à vous parler. Je suis là à vous parler. Je ne suis pas malade. Je ne vais plus dans les... Tu m'as dit pourquoi est-ce que vous avez rencontré le nard là. Moi, j'ai déjà donné. La question que tu me poses, la réponse est dans le livre. D'accord. Donc, il faut le lire. Et alors, il faut le lire. La réponse est dans le livre. Parce que je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent, parce que beaucoup de gens ont lu ou m'ont vu fréquenter. Parce que pendant 1 an et demi, je suis entré dans ces endroits pour savoir ce qui s'y passait. J'ai vu des crises d'hystérie. J'ai vu de la prostitution. J'ai vu de l'alcoolisme. J'ai vu des gens qui venaient là, ils ne buvaient pas. Et au final, au bout de 6 mois, ils devenaient alcooliques. J'ai vu. J'ai vécu. Alors, ça est une certaine méthodologie. Par exemple, les gens qui sont malades de jeu, la première étape pour en guérir, c'est d'admettre qu'on est malade. Si vous admettez que vous êtes malade, qu'est-ce qui suit? Vous allez consulter, vous en parlez à votre famille. Et du coup, il y a des garde-fous qui sont construits autour de vous. C'est la première étape. Moi, quand j'allais faire mon enquête,
Et qu'à un moment, je me suis interrogé moi-même sur le travail et aussi ce loisir, ce plaisir de voir dans un endroit magique, avec des cocktails, avec des machins. J'ai dit à ma fille, chaque fois que je vais là-bas, je te préviens, appelle-moi toutes les 30 minutes. Au deuxième appel, insiste pour que je retourne à la maison. Jusqu'à ce que j'ai terminé ce travail. J'ai continué à observer parce qu'il y avait des choses que je devais surveiller. Et puis après, doucement, tranquillement, ça épate d'ailleurs des gens qui sont enlisés là-bas et qui me le disent, mais comment tu as fait? Mais je dis parce que je n'ai jamais été dans votre logique. Moi, je venais là pour découvrir quelque chose. Et donc, j'étais forcément, comment dire, pas mesuré, j'étais réticent à aller jusqu'à certaines limites. Mais vous jouiez. Et ça oui, mais je le raconte ici. La première chose que je raconte dans un prologue, si tu veux 2 lignes, un jour, ayant quitté la salle... Vous mettiez de l'argent, quel montant? J'avais un budget de 160 000 francs par semaine pour faire cette enquête. Cette enquête, comme le dit Vieux Savané, dans un excellent papier avant-hier dans le Sud, j'ai payé de ma personne pour faire ce travail. Il a été injustement rémunéré. Si on regarde, moi, ce que j'aurais pu en tirer. Mais moi, je suis content qu'on ait arrêté ces Fortunes Club-là. Parce que, on se souvient... Donc vous jouiez, non pas par addiction, mais pour ce travail. Si vous lisez si vous lisez le prologue, vous savez tout de suite que je suis en train d'observer. C'est ça, il ne reste pas beaucoup de temps. Comme je l'ai dit, il y avait des risques de dérive, je ne vais pas te mentir. Mais quand ces risques-là sont intervenus, j'ai commencé à prendre mes dispositions, y compris celles dont j'ai parlé, de dire à ma famille, appelez-moi toutes les 30 minutes. Parce que je sais que ce qui amène l'addiction, c'est ce yo-yo, va et vient, entre ta machine qui monte jusqu'à 2 millions, après qui descend à 100 000, après qui tu as 0, et tu prends une bouteille de Coca-Cola, tu tapes sur la machine, on te sort. Il y a des gens qu'on a interdits de casino et qui se sont grimés, masques, qui se mettent sous un châle pour pouvoir venir jouer alors qu'ils sont interdits. La loi, l'autorité sait très bien que c'est un truc pernicieux. Ils ont autorisé le casino à vous interdire et vous-même, vous pouvez écrire, sachant. Un moment, je me suis dit, si jamais, dans ma réflexion, ça a dérivé jusque-là, je vais écrire et me faire interdire. Mais je n'en suis pas arrivé là. J'ai, par ma propre volonté, mis fin à ça parce qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de volonté parce que je n'étais pas là pour rester. Ça, c'est vrai. Le monde, la vie, c'est 2 catégories, c'est le bien et le mal. Oui. Vous voulez enrayer le mal. Je vous ai dit que je ne fais ni de la morale, ni de la religion. Très bien. Je suis journaliste, laïque, républicain et démocrate. Très bien. Et c'est ce journaliste-là qui a fait ça. Très bien. Les gens qui jouent, je ne leur reproche pas ça sur le plan religieux. Ils sont musulmans ou chrétiens qui jouent, c'est pas un truc que je considère. C'est pas moralisateur. Et puis c'est pas moralisateur, je l'ai écrit. Je l'ai écrit. D'accord, très bien. Et il ne nous reste sûrement pas beaucoup de temps. On va virer dans la politique et un peu la justice. On vous a suivi dans une de vos interviews. Vous avez parlé de République des impôts qui se serait installée au Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça, si c'est des artistes peintres qui étaient arrivés au pouvoir, je dirais c'est la République des artistes. C'est dans ce cadre-là, c'est une saillie un peu moqueuse. Et il ne faut jamais oublier que j'ai ce tic-là de faire un peu de l'ironie quand je parle des hommes politiques. Et en démocratie, c'est autorisé, c'est même recommandé, je crois, pour la santé d'un pays démocratique. Je ne parle pas seulement... J'ai parlé de cette formule. J'ai une autre formule pour toi. Ça, c'est ton émission qui le prend. L'État, police financière, qu'on est en train de voir. Et ça distrait, je crois, l'État des véritables attentes dont on parlait tout à l'heure, de nous autres, la population. Police financière, ça veut dire quoi? Mais justement, la fiscalité tous azimuts, la reddition des comptes, qui est nécessaire, mais ériger ça comme un rang de priorité, alors que je vais dire une formule aussi toujours pour m'amuser. Tant pis, la démocratie l'autorise. La reddition des comptes, c'est comme la croissance, ça ne se mange pas. Alors que
la réduction des denrées de première nécessité, la réduction, là c'est la reddition, là c'est la réduction, ça se mangera. Donc vous voulez l'impunité? J'ai dit la reddition des comptes, je viens de le dire il y a 2 secondes, est nécessaire. Et l'ériger en rang de priorité me paraît pour un État qui a toutes ces priorités dont on vient de parler. L'économie, la jeunesse. Moi, je les ai entendus parler de, par exemple, on va aborder 2 ou 3 choses rapidement qui vont t'intéresser. La renégociation des contrats pétroliers. Apparemment, j'ai entendu aussi le Premier ministre atténuer un peu les attentes des gens pour dire que... Mais la diplomatie, elle n'a pas été inventée pour rien. Et la diplomatie économique consistait à aller voir les gens pour dire, nous avons certes des dettes. Il paraît que le chiffre est à 800 milliards et quelques vis-à-vis de, par exemple, BP. Je prends l'exemple de BP. Allez parler avec BP. Je gère un pays, je viens d'arriver, je l'ai trouvé dans une situation pas reluisante. Si on pouvait au moins cet aspect de la question de remboursement de la dette, l'étaler un peu plus, diminuer le montant de l'échéancier, etc. La diplomatie. Aujourd'hui, j'ai un ami qui travaille avec des Italiens. Je ne sais pas d'où ça tient, mais j'en ai parlé avec quelqu'un d'hier qui me dit qu'il a vu la même chose. Les gens étaient venus pour... C'est rien, c'est une petite affaire de 2 millions d'euros. Ils sont venus et ils ont dit à mon ami, en qui ils ont une très grande confiance, parce qu'ils lui ont laissé une affaire qui était périclitante, il l'a redressée. Et ils lui ont laissé ça en tant que directeur général. Ils sont repartis chez eux, se reposer des emmerdements qu'ils ont eus ici, à cause des 3-4 ans qu'on a vécu. Ils sont revenus, il l'a redressé, ils ont dit on amène 2 millions d'euros. Vraiment, on ne peut pas, parce que l'Union européenne est en train de dire que le Sénégal, il faut faire attention les 5 ans à venir. Je ne sais pas, j'aimerais bien que ceux qui nous entendent et qui en savent plus nous expliquent ce que c'est. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est officiel? Est-ce que c'est des trucs pernicieux que nous balancent les gens avec qui on est aujourd'hui en conflit? Alors que tout ce qu'on veut obtenir dans le conflit, on peut l'obtenir par la diplomatie. La France, on peut la faire sortir de tout ce qu'on veut. De son armée, ses autres présences, qui sont moins visibles que l'armée, parce qu'on sait que la France est présente ailleurs que dans l'armée. On peut la faire sortir par la diplomatie. La diplomatie. Y compris les pétroliers, on peut obtenir d'eux la révision de certaines clauses, pas de tous les contrats, de tout le contrat. On peut ajouter des choses, des avenants qui nous permettent d'alléger. Parce que le pétrole sort, le gaz sort. Mais apparemment, on m'a appris, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, que le Sénégal ne reçoit encore pas d'argent de ça, parce que le Sénégal rembourse sur sa part de pétrole ce que il a emprunté, je ne sais pas par quel mécanisme. Ouais, c'est ça. Il nous reste... La réduction des comptes est extrêmement importante. Justement. Ce que l'on voit, ce qui est en train d'être révélé de ce qui s'est fait, mais il faut qu'on clarifie ça. Il faut que les Sénégalais sachent si tout ce qu'on raconte que ça a été fait de malsain est vrai ou pas. Donc les levées d'immunité parlementaire, c'est pour lever des lièvres. Ça ne vous gêne pas? Ce qui est constant, c'est que la déclaration préalable du Premier ministre lors de la campagne électorale a pollué. Moi, j'ai bien écouté le ministre de la Justice, mais je lui dis, je suis désolé, il a beau expliquer que l'État n'a rien à voir là-dedans. Quand on a entendu cette déclaration que Farba Ngom ne serait plus candidat à aucune élection. Et que même s'il était député, semble-t-il, ça a été dit comme ça. C'était maladroit. C'était une maladresse vraiment qui pollue aujourd'hui le dossier judiciaire, s'il en est. Parce que la Saintif, quand même, est une organisation, j'en parle sur 10 pages ici, la Saintif. Très bien, très bien. J'ai été confronté à la Saintif. Et j'en parle sur 10 pages. Je raconte comment un journaliste peut aller à l'assaut d'une sorte de forteresse comme ça. Je donne un biscuit aux journalistes. La Saintif est obligée par la loi transnationale de l'OHADA, l'acte uniforme, à côté de son rapport donné au gouvernement et à la BCEAO, de donner au public une version de ce rapport. D'accord. Donc les journalistes sont à droit aujourd'hui d'aller demander à la Saintif
la version destinée au public du rapport qui implique... D'accord, très bien. L'émission est presque finie. Oui. En faisant ce travail-là, où il y a des forces occultes derrière, vous n'avez jamais fait l'objet de menaces physiques? Alors, comme je l'ai dit dans l'émission... Rapidement, oui. Hein? Rapidement, oui. Rapidement, comme je l'ai dit dans l'émission, je crois, d'Alassane ou dans l'autre, moi, j'aime pas me mettre en scène. Moi, j'ai connu des agressions, des surveillances de mon journal, avant qu'on le casse, etc. Les choses que je vois aujourd'hui sont tellement imprécises que je n'aimerais pas en parler publiquement. Et je crois que même quand elles se préciseront. Mais je sais, tu m'as posé la question tout de suite sur le Narbi, moi je sais qu'ils ont identifié Fan Ladek. Je le sais, mais bon, il n'y a que ça que je te dirais. Oui, c'est ça. Ils savent où j'habite. S'ils m'entendent dire ça, ils vont se dire, mais comment il a fait? Mais ça, c'est moi. Très bien. L'émission est finie, mais on ne peut pas vous laisser sans vous demander. Le look que vous avez, c'est une question sur le physique. Oui. Le look que vous avez, ça vous vient d'où et c'est quelle philosophie? C'est le Rastafari ou c'est quoi? On vous a déjà posé la question sûrement. Je ne vais pas dans les émissions People, donc je n'ai jamais rencontré cette question. Ouais. Mais j'étais comme ça quand j'ai commencé la presse. Aux politiciens, il y a des photos. Hein. J'étais comme ça, j'avais des rastas aussi longs que ça, sinon plus. J'entrais dans les maisons et les gamines de 8 ans couraient, de 6 ans couraient. Maman, Bob Marley est venu dans ta maison. C'est une anecdote, ceux que ça concerne doivent être en train de rire. Au Cafard Libéré, quand je suis devenu rédacteur en chef, Mamadi Diop, le regretté père de Verdonk, et Tété Fonce, le bienheureux vivant et que Yal Nokoyal Yagelfi, père de Gorgorlou, qui étaient mes complices. Si le Cafard Libéré est né, ça a commencé par nous trois. Dans notre petite misère de jeunes journalistes ou politiciens qui n'étions pas épanouis. Il dit, mais boy, maintenant tu es devenu rédacteur en chef. Déjà notre journal là est déjà un peu marginal, journal satirique. Si en plus toi, ton look là, alors que j'avais eu un conflit avec mon papa qui voulait que je l'enlève, je ne l'ai pas enlevé. Il est resté 1 an sans me parler. Mais le Cafard Libéré était pour nous quelque chose. Et on n'a pas eu tort de lui donner cet investissement-là personnel parce que il nous a fait faire le tour du monde, connaître beaucoup de choses et surtout nous exercer à exercer ce métier, nous obliger à exercer ce métier en tenant compte de l'éthique, de la déontologie. Parce qu'il n'y avait pas un patron là-bas qui pouvait décider des orientations du journal. On discutait, on s'entendait jusque même sur le look des gens. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Pape Samba Kane. On ne peut pas éplucher, en fait, traiter tous les sujets en 50 minutes. Mais on vous remercie d'être venu ce matin et nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et nous suggérons la lecture de ce livre, La folie des jeux en ligne. C'est pas une lecture inutile. Ouais, Pendambo me disait, Sénégalais. ton livre est d'une très grande qualité. Elle l'a lu dans l'avion, elle avait voyagé, elle pensait qu'elle allait rater la cérémonie de dédicace parce qu'elle revenait le même jour. Mais après, elle est revenue un jour avant. Elle me dit, je viendrai. Elle me dit, tu l'as écrit comme un roman policier. Ah, très bien. Donc, nous vous conseillons la lecture. Merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs ainsi qu'à toute l'équipe technique pour le magnifique travail et très bon dimanche à tous.